Bien, bonjour à tous. On va faire ensemble ce dernier cours, cette dernière leçon sur les carbones et matériaux carbonés, du design aux applications. Donc, je vous rappelle que vendredi, il y aura un colloque sur justement les matériaux carbonés, où vous aurez à la fois des chimistes, des physiciens, un ensemble pluridisciplinaire de collègues qui viendront vous montrer un petit peu les derniers résultats de leur recherche et qui compléteront finalement cette revue que j'ai faite sur 6 cours sur les matériaux carbonés. Donc la dernière fois, je vous avais beaucoup parlé des matériaux du graphène et des graphènes, en insistant surtout sur leurs propriétés physiques. Et puis j'avais prévu de faire un cours, je vous l'ai dit, sur le carbone poreux, mais non, c'est pas possible, il y a trop de choses à dire sur les graphènes. Donc je reviens sur les graphènes dans un second cadre, dans un second cours, où on va parler, je reprendrai quelques exemples que vous avez déjà vus, mais la plupart vont être des exemples tout à fait nouveaux. On va parler de la chimie des procédés et des propriétés, beaucoup de la chimie des procédés, parce que finalement, il reste énormément de choses au niveau fondamental à comprendre dans ces matériaux-là. Et si on se place du côté vraiment appliqué de l'utilisation de ces matériaux, eh bien on s'aperçoit que les verrous qui commencent à être, je dirais, vaincus ou ceux qu'il faut faire sauter sont basés en fait sur la chimie et les procédés. Alors je vous rappelle, le graphène, je dirais, le matériau de la famille la plus proche, c'est le graphite, avec ses plans, je dirais, de carbone conjugué sp2, ces plans de graphène, qui sont eux totalement corrélés. C'est un solide, je dirais, tridimensionnel. Et en fait, c'est à partir finalement de ces entités corrélées que l'on peut obtenir, par différentes méthodes dont on va discuter, des feuillets graphéniques. Alors, le graphène lui-même, c'est l'un de ces feuillets. C'est donc un cristal bidimensionnel de feuillets graphitiques qui sont totalement individualisés dans certains cas, mais dans d'autres cas, ils sont simplement décorrélés et il y a beaucoup de graphènes qui sont constitués finalement, non pas de un feuillet, mais de 2 ou 3 feuillets, un nombre limité de feuillets. Alors, on avait pas mal analysé la dernière fois ensemble les propriétés physiques qui étaient essentiellement dues au fait que le graphène, c'est un semi-conducteur à band gap nul, avec justement, vous voyez, qui se modélise en fait selon la théorie de Dirac, et pas la théorie classique de Schrödinger pour les semi-conducteurs, et avec des formes, vous voyez, de bandes interdites et de bandes permises, qui sont des formes coniques, avec donc des vitesses qui deviennent linéaires. Alors ça entraîne toute une explosion intéressante au niveau académique dans la physique, avec des mobilités, vous voyez, très élevées, expérimentalement, alors qu'on sait qu'on peut atteindre ces limites-là, des porteurs de charge qui sont capables de parcourir des distances microniques sans être diffusés, donc c'est ce qu'on appelle un transport balistique, une vitesse des électrons qui n'est pas celle de la lumière ou des photons, mais qui n'est pas loin, et c'est une des vitesses des électrons les plus hautes connues, des effets sous champ magnétique, effets Hall quantique, c'est-à-dire discrétisation des niveaux d'énergie en présence d'un champ magnétique, mais pas à très basse température, pas à 4 Kelvin comme la plupart des semi-conducteurs, mais à température ambiante. En plus, c'est un système qui est transparent. 3% il y a une chute en fait de quelques pourcents au niveau de la transmittance, ce qui est très peu. C'est un bon conducteur thermique. Et au niveau des propriétés mécaniques, ce sont un matériau qui a des modules Young qui sont dans le niveau du térapascal, donc très élevé et peu dense. Donc vous voyez déjà au niveau de la physique, et on en avait pas mal parlé la dernière fois, des tas de propriétés intéressantes. Alors si je recadre un peu les graphènes au niveau de la taille, tout à droite, c'est-à-dire dans des tailles, vous voyez, supérieures à 100 voire 1000 nanomètres, c'est ce que j'appellerais des graphènes, je dirais, entre guillemets classiques, mais vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Et puis lorsque je descends en taille, on trouve finalement des quantum dots, typiquement dans ce régime-là, puis des nanorubans dans ce régime de taille. Pourquoi ça c'est intéressant? Parce que au niveau
le confinement, la diminution en taille, va permettre finalement, dans ces matériaux graphéniques, d'ouvrir un band gap et donc de moduler certaines propriétés, dans un certain sens les ajuster de façon beaucoup plus efficace pour, par exemple, faire des transistors qui sont intéressants. Et je dirais à très basse échelle, eh bien, on a le plus petit atome, enfin la plus petite molécule, c'est le benzène, et puis intermédiairement, des hydrocarbures polycycliques aromatiques avec des nombres de carbone qui commencent à être conséquents. Alors du côté des graphènes, maintenant des graphènes, je dirais un peu étendus, il y a 3 types de graphènes, pour faire très simple. Le graphène que je dirais parfait, pristine pour les anglo-saxons, qui est un cristal 2D, qui n'a pas de défaut, qui n'est pratiquement pas oxygéné, qui est transparent et sur lequel finalement vous avez l'essentiel de la belle physique qui a été faite. Toutes les mobilités, ça a été souvent fait avec du graphène avec cette qualité-là. Et puis vous avez l'oxyde de graphène, qui est un graphène, vous voyez, avec des plans, mais avec beaucoup de fonctions qui ont été oxydées, qui va présenter un certain nombre d'avantages au niveau de la chimie et au niveau du process, bien entendu, mais qui présente déjà un certain nombre de défauts. Alors déjà, on voit les couleurs. Ici, c'est du noir-gris, et ici, en général, c'est du marron-orange. On les distingue facilement déjà à la couleur. Et puis, on peut passer de cet oxyde de graphène à un oxyde de graphène réduit, vous voyez, où on retrouve des propriétés qui commencent à se rapprocher de ça, mais en fait, ce n'est pas vrai. En fait, ça reste quand même un matériau qui n'a pas autant de sites oxydés, mais qui reste un matériau avec un certain nombre de défauts. Alors, comment passer, en fait, de ces graphènes d'une famille de graphine à une autre? Alors, donc, du graphite 3D, on peut passer au graphène cristal pristine, soit par des méthodes, je dirais, d'exfoliation micromécanique, on en a parlé, ou par de l'exfoliation en phase liquide. Ensuite, si je veux passer du graphène aux oxydes de graphène, je vais surtout utiliser finalement soit des oxydants, des milieux acides, justement pour finalement faire certaines réactions chimiques sur les carbones, en particulier sur les carbones périphériques, pour les modifier. Également, ça peut être associé à l'intercalation de métaux alcalins pour faire des graphénides en particulier. Et tout ça, ça permet, en y mettant un petit peu d'énergie, mais pas toujours, ça permet finalement d'exfolier ce système en, justement, oxyde de graphène. Donc, oxyde de graphène qui va être hydrophile et qui va présenter certains avantages lorsqu'on veut travailler, par exemple, dans des solvants comme l'eau. De l'oxyde de graphène, on peut passer à l'oxyde de graphène réduit, en fait, en utilisant des réducteurs, différents types de réducteurs. Chacun présente ses avantages et ses inconvénients. Bon, par exemple, l'hydrazine, ça peut être pas forcément le meilleur, mais par exemple, il y a de l'azote dans l'hydrazine. Donc, si on veut inclure un peu d'azote dans un graphène, eh bien, c'est une voie qui va se permettre de se faire. Et l'azote va beaucoup modifier les propriétés du système graphénique et éventuellement ses propriétés catalytiques. Et puis, revenir au cristal de graphène, je dirais pristine, parfait, eh bien, il y a des approches qui utilisent finalement un peu de la réaction chimique de base, soit on peut imaginer ça comme des réactions de polymérisation, c'est un petit peu plus compliqué que ça, ou des réactions finalement de condensation à partir d'éléments carbonés qui vont être à un moment dans leur vie radicalaire. Donc voilà à peu près le schéma général de tous ces matériaux à base de graphène. Alors, ce qui est important, c'est, vous allez me dire, ce sont des matériaux, mais il y a pas mal de complexité. Alors, comment on les caractérise? La dernière fois, je vous ai dit, bien, il y a un certain nombre de techniques parmi les autres qui sont vraiment des techniques qui doivent être des techniques de routine quand on travaille sur les matériaux graphéniques. Le Raman, je vous ai dit que c'est une très belle empreinte digitale avec des modes qui sont très sensibles aux défauts. Ça, c'est le mode caractéristique SP2. Et puis, vous avez ce mode-là qui est très sensible, par exemple, qui vous permet d'analyser dans un matériau si vos feuillets de graphène sont uniques ou couplés. Donc, c'est vraiment un mode, je dirais, qui doit être utilisé en routine. Juste un exemple, focalisez-vous sur cette partie-là. Là, c'est l'utilisation, finalement, de ce mode 2D pour analyser, finalement, les différents types de graphène. S'ils sont, ça, c'est le graphite au départ, s'ils sont composés d'agrégats de 5 feuillets, 3 feuillets, 2 feuillets. Bon, je dirais qu'il n'y a pas photo, on voit vraiment une forme de bande et un décalement qui est suffisamment important au niveau qualitatif
pour pouvoir effectuer ce genre de caractérisation. Alors évidemment, la microscopie électronique, pour aller observer les objets, bon, je dirais à un certain grossissement, eh bien, bon, on peut voir les feuillets, comment ils s'enroulent, et puis lorsqu'on augmente la résolution de la microscopie électronique, vous voyez, on obtient une photo, une visualisation justement de ces hexagones de graphène, et si on agrandit encore la résolution, eh bien, on a une résolution qui arrive au niveau atomique. Donc là, ça permet de faire, je dirais, une caractérisation sur un objet donné sur une grille. Ça vous permet sans doute de faire un bel article, mais ça ne vous garantit pas, de toute façon, la qualité globale de votre matériau. Alors, une technique qui est très utilisée dans le domaine, c'est la microscopie à effet tunnel, où on utilise finalement l'effet tunnel, et en particulier, vous voyez, c'est un système qui apparaît de façon apparente est assez simple. Simplement, on utilise un système avec une pointe ultra fine atomique, et on fait passer une tension. Et ce que l'on mesure, justement, c'est l'évolution de cette tension en fonction de la distance qui chute exponentiellement. Et c'est une technique qui est assez commode. Alors évidemment, où il faut faire attention, c'est une technique qui peut amener pas mal d'artefacts aussi. Mais en général, si c'est bien fait, eh bien, on peut faire des analyses de la topographie de la surface, regarder les hauteurs de marche, la taille des domaines, et également avoir des informations sur la structure électronique en fait, du matériau qu'on est en train d'étudier. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, vous avez en gros un atome en bout de pointe, et donc vous avez une résolution qui est souvent inférieure au nanomètre. Donc ça, ce sont les techniques, je dirais, de base. Je ne reviens pas sur toutes les autres, rayons X, RMN ou autres. Alors, et typiquement, en microscopie électronique, vous voyez, en microscopie par effet tunnel, pardon, on peut distinguer très facilement un graphène multifeuillet ou d'un graphène monofeuillet. Simplement parce que, bon, là, globalement, vous avez un système qui est unique, totalement contrasté, et vous voyez très bien la maille hexagonale. Alors qu'ici, vous avez superposition, finalement, de différents réseaux, et donc vous avez un contraste qui donne un réseau plutôt triangulaire. Et ça, c'est encore plus facile à voir, évidemment, quand il y a beaucoup de feuillets. Ça, c'est l'image AFM que donne le graphite. Vous voyez bien qu'on a systématiquement une image, en fait, appelée triangulaire, vous voyez. On voit tous ces triangles, hein, simplement parce que vous avez un empilement AB, en fait, et que vous imagez les couches différemment, alors que dans le cas du graphite, une seule couche monocouche, eh bien, vous voyez, on a au même grossissement, on voit parfaitement, en fait, ces empilements hexagonaux qu'on peut récupérer de façon encore plus lisible à un très fort grossissement. Alors aujourd'hui, on va parler de chimie et de procédés. Donc, faire des matériaux à une petite échelle, eh bien, il y a deux méthodes générales. Il y a une méthode descendante, le top-down, c'est-à-dire je pars d'une grosse brique qui peut être le graphite, et ça sera le graphite, et puis je commence à la casser en utilisant différents moyens pour arriver à l'échelle que je veux, au matériau que je veux. Et puis, il y a une deuxième façon de faire, ce qu'on appelle les méthodes bottom-up ou ascendant, où je vais finalement partir de molécules ou de radicaux et je vais donc les associer pour arriver à construire le matériau que je souhaite obtenir. Alors si je regarde un petit peu quelles sont les méthodes principales qui sont utilisées, au niveau des méthodes bottom-up, en fait il y a trois grandes méthodes. Il y a les méthodes basées sur le dépôt chimique en phase vapeur, CVD, la synthèse macromoléculaire en solution ou la synthèse macromoléculaire aidée par le substrat, globalement. Au niveau donc des stratégies descendantes, et on va commencer par celle-là, eh bien, il y a des méthodes basées sur l'exfoliation micromécanique, ça on ira très vite parce qu'on en a déjà parlé la dernière fois, la sublimation avec contrôle par épithexie, l'exfoliation en phase liquide du graphite ou de l'oxyde de graphite, et également l'ouverture de nanotubes de carbone ou de fullerène pour obtenir finalement des nanocomposés du type graphène. Et ça peut être, ce genre de méthodologie, si besoin, elles peuvent être associées à une étape de réduction, par exemple des oxydes de graphène pour obtenir en fait des oxydes du graphène réduit. Alors la méthode la plus simple, c'est celle qui a permis justement d'obtenir le prix Nobel, c'est-à-dire c'est la méthode du scotch, je ne reviens pas là-dessus.
Bon, c'est une méthode qui permet, avec un peu de patience, d'obtenir du graphène, des monofeuillets, d'aller faire des manips de physique dessus, des jolies manips de physique, et d'obtenir justement d'obtenir ces fameuses propriétés très intéressantes du graphène. Alors, au niveau donc des autres méthodes, bon, il y a la croissance épitaxiale sur carbure de silicium, qui est une méthode qui est utilisée en particulier sur certains dispositifs de la microélectronique. Alors, elle est basée sur un phénomène assez simple, c'est-à-dire que lorsque vous avez un film de carbure de silicium, en fait, si vous le chauffez sous ultravide, vers 1000 degrés, vous commencez à désorber le silicium. Et donc, finalement, vous libérez le carbone qui se réarrange sur la surface pour former justement ces feuillets graphéniques. Hein. Et donc, la qualité du graphène, en fait, que vous allez obtenir, va dépendre finalement de la face exposée. C'est-à-dire si typiquement c'est une phase qui est plutôt riche en carbone ou riche en silicium, vous allez obtenir des graphènes qui au niveau de la structure vont se ressembler comme des cousins germains. Mais par exemple, si vous mesurez les mobilités électroniques de ces deux graphènes, vous allez les trouver au moins facteur 5 à 10 sur les mobilités électroniques. Et donc ça c'est simplement parce que je vous ai dit dans le dernier cours que le graphène dans un certain sens, c'est une molécule. Ça veut dire que le graphène, au niveau des feuillets, peut avoir une sensibilité moléculaire. Et donc, de ce fait-là, l'interaction, finalement, avec à peu près n'importe quel substrat peut entraîner des modifications, des dopages, finalement, du feuillet graphénique. Alors voilà, bon, ça, c'est un système qui a été fait par cette méthode-là, qui peut être intégré dans des dispositifs de la microélectronique. Et ça, c'est les résultats de la microscopie en effet tunnel, justement, d'un graphène qui a été épitaxié sur cette face-là de SiC par ce genre de méthode. Donc vous voyez, on obtient des matériaux qui ont une certaine qualité. Alors, à partir de ces matériaux, ce que l'on peut faire comme type d'étude, c'est de regarder comment, sur un matériau bien défini sur une surface, interagissent certaines molécules. Par exemple, vous voyez ce périlène, qui est un colorant, qui a un certain côté aromatique. Alors, il y a pas mal d'études dans la littérature, en particulier, vendredi, vous allez avoir la conférence de Paolo Samori, qui sera là. Alors, qu'est-ce que ça présente comme intérêt? Bon, d'une part, il y a toute une recherche, je dirais, très fondamentale sur les interactions, les modifications, finalement, des propriétés électroniques des graphènes, justement, à cause de ces associations moléculaires, que l'on peut mettre en évidence grâce, par exemple, vous voyez, à la microscopie par effet tunnel. Donc il y a tout un aspect fondamental. Et puis il y a un deuxième aspect qui peut être intéressant du côté appliqué cette fois-ci, c'est que l'étude finalement de ces interactions, elle va nous être utile dans un deuxième temps lorsque l'on va vouloir créer en solution ces interactions, par exemple pour mettre en suspension des colloïdes ou pour favoriser les phénomènes d'exfoliation. Donc il y a la partie académique et la partie, je dirais, appliquée. Alors plusieurs exemples. Bon, ça, ce sont des réseaux de fullérenes qui ont été déposés à nouveau sur du graphène épitaxié. Vous voyez, bon, ça donne de très jolies images. C'est une très jolie physico-chimie. Bon, ça, ce sont des métallophtalocyanines avec certains métaux, par exemple, qui sont intéressants pour la catalyse, que vous pouvez coupler avec un support graphénique. Bon, je vous laisse un peu imaginer des tas de choses intéressantes. Là, c'est simplement pour l'esthétique. Vous voyez ces superbes structures en kagomé ou ces assemblages en structure carrée. Hein. Donc, en fait, ça, c'est tout un domaine qui est étudié pour faire, je dirais, des approches très fondamentales, mais dont les répercussions au niveau de la compréhension peuvent être utiles dans le cadre, justement, des méthodes d'exfoliation. Alors, au niveau des méthodes de synthèse de matériaux en plus grande quantité, l'une des méthodes qui est la plus utilisée, c'est l'exfoliation du graphite en phase liquide. Et évidemment, il va falloir, je dirais, mettre de l'énergie, que ce soit sous forme chimique, sous forme thermique, ou sous d'autres formes, pour arriver à faire exploser finalement ce système de graphite en graphène. Alors, qu'est-ce qu'on utilise en général dans les méthodes associées à l'exfoliation en phase liquide? Bon, d'une part, eh bien, il y a le choix des solvants, deux grandes familles, solvant organique ou l'eau. Évidemment, pour des raisons écologiques, l'eau est assez intéressante. Et puis, je vous dis, il va falloir fournir de l'énergie, qui peut être via de la solvothermie, de l'électrochimie,
des ultrasons ou bien simplement en utilisant des malaxeurs. Donc là, on aura des phénomènes différents au niveau de la façon de fournir de l'énergie. Mais une fois que vous avez, je dirais, exfolié ces systèmes et formé, je dirais, ces plaquettes en solution, vous arrivez dans la chimie colloïdale. Et la chimie colloïdale vous dit que le système ne va pas tenir en suspension de façon éternelle. Il va falloir l'aider, soit en chargeant le système, avec des bonnes affinités pour le solvant. C'est le cas, par exemple, graphène oxyde avec tous ces groupements hydrophiles et l'eau, ça se marie relativement bien, alors que pour des graphènes, je dirais, réduits, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, vous allez utiliser finalement des tensioactifs, des polymères, ou même, pour faire un peu plus de chimie à l'interne, interne au feuillet, vous allez utiliser finalement ce genre de composants pour assister finalement ces phénomènes. Alors, à l'arrivée, qu'est-ce que vous obtenez? En général, des encres stables, métastables, je dirais, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit stable suffisamment longtemps pour pouvoir les utiliser, de feuillets de graphène de qualité variable et bien dispersés. Feuillets, quand je dis feuillets, ça peut être des monofeuillets, ça peut être des bitrifeuillets, ça peut être des oxydes ou des graphènes réduits. Donc à nouveau, toute une panoplie, toute une grande variété de systèmes. Hein. Donc en général, ces méthodes-là, quand elles sont bien conduites, eh bien, on obtient des rendements et des quantités raisonnables, ce qui veut dire, et des prix peu coûteux, c'est peu coûteux, ce qui veut dire qu'on peut finalement, je dirais, travailler sur à une plus grande échelle sur des plus grands volumes. Et donc, encre stable, ça veut dire, finalement, je peux utiliser ces encres dans plein de procédés classiques pour les polymères, trempage-retrait, centrifugation, sérigraphie, jet d'encre, fabrication en roll-to-roll, fabrication additive, à partir du moment où je contrôle cette chimie et le procédé. Alors, maintenant, on va regarder quelques exemples. Un exemple qui est en fait basé sur l'oxydation finalement du graphite. Alors ça, c'était un peu les milieux qui étaient utilisés par nos collègues, en particulier que ça avait été initié par Staudenmayer en Allemagne, avec des milieux, vous voyez, très acides et fortement oxydants. Les temps typiquement de réaction, c'est de 6 heures à 5 jours avec des températures de 50 degrés. Mais malgré tout, ça pose des problèmes, des risques d'explosion. On dégage des gaz toxiques. Et puis surtout, avec le manganèse, par exemple, on a des métaux qui ont un certain caractère polluant. Alors très récemment, vous voyez, en 2015, il y a une méthodologie qui a été trouvée, qui est assez astucieuse, qui utilise aussi un oxydant, mais qui a les bons, je dirais, potentiels d'oxydoréduction, mais qui ne présente pas ces problèmes-là, justement, de toxicité ou de formation de gaz toxiques. Et donc là, vous voyez, en 1 heure, globalement, on a une réaction d'intercalation, exfoliation et en fait, exfoliation, et ensuite, on peut finalement recycler finalement, l'acide sulfurique du départ, pour des raisons écologiques. Et puis tout ça, ça se fait dans l'eau, donc on peut faire des lavages à l'eau pour éliminer une partie finalement des produits secondaires. Donc voilà finalement production à une échelle raisonnable. La qualité des feuillets par AFM, ce sont des monofeuillets d'oxyde de graphite, puisqu'on est dans des quantités oxydantes, hein, qui présentent des bonnes solubilités, des stabilités dans l'eau. Quand je dis bonne solubilité, il ne faut pas non plus rêver, c'est toujours de l'ordre de quelques dizaines de milligrammes par millilitre, ce qui est raisonnable. Et l'avantage de ces systèmes-là, c'est que lorsqu'on a une fraction volumique suffisante, comme ce sont des systèmes qui sont très anisotropes, eh bien on a tendance à former des tactoïdes, donc c'est-à-dire des phases cristal liquides, qui permettent justement une facilité de mise en forme et de procédé. Et à partir de ça, on peut utiliser les méthodes de filtration, deep coating et tirage pour obtenir, vous voyez, des fibres par exemple, 14 mètres, 10 microns, ça a été fait au niveau des laboratoires, ou des films plus ou moins épais, ou bien même des aérogels, donc poreux, très, très peu denses, 2 mg par centimètre cube, vous voyez, qui peuvent être intéressants comme support catalytique ou autre. Donc ça, c'était la partie oxydation et ce que j'ai trouvé dans la littérature de plus, je dirais, de plus intéressant au niveau justement de l'utilisation de ces milieux oxydants qui peuvent poser un certain nombre de problèmes. Alors ensuite, l'exfoliation, je vous ai dit qu'elle pouvait être assistée par exemple par ultrasons. Et là, les ultrasons, ça permet donc vous créez localement en fait des petites bulles microniques qui explosent.
et c'est cette onde de choc qui va vous fournir l'énergie. Et donc vos lamelles, vos plaquettes vont être soumises à différentes contraintes, du cisaillement, des effets de bord et de la fragmentation. Et localement, même si votre bain réactionnel, vous pouvez prendre la température et vous allez peut-être monter à, je dirais, 60, 100 degrés, 120 degrés, eh bien, localement, ces méthodes-là, ça vous permet d'obtenir, si vous faites des cellules de cavitation performantes, je vous en avais montré dans le cadre du cours sur les diamants, vous pouvez localement avoir des températures de 7000 K et des pressions de ce type. Localement, je dis bien. Hein. Et donc, ça veut dire qu'on peut fournir énormément d'énergie, que ce sont des méthodes très efficaces. Alors, on part de graphite, et puis on va faire des exfoliations en phase liquide. Si le graphite est suffisamment hydrophile, parce qu'il a été traité dans une première étape, eh bien, le système peut être stable. On ne voit pas très bien ici. Normalement, vous devriez voir du noir, plus noir ici que là, mais bon, je suis un peu désolé. Par contre, très souvent, on assiste l'étape d'exfoliation en phase liquide par, finalement, ce que l'on connaît en chimie colloïdale, c'est-à-dire des tensioactifs, des intercalants ou des systèmes qui viennent stabiliser. Alors maintenant, si on veut regarder comment on stabilise des feuillets de graphène, eh bien, il faut regarder finalement les énergies de surface des solides correspondants en deux grandes familles, je dirais les graphènes réduits ou les graphènes sans trop d'oxygène, avec des énergies de surface de l'ordre de 47 millijoules par mètre carré, et les graphènes oxydés qui sont plutôt dans cette gamme. Donc vous voyez tout de suite que les solvants qui vont être à utiliser, dans ce cas-là, ben, les solvants organiques du type N-méthylpyrrolidone ou diméthylformamide vont être des bons solvants pour les composés de graphène peu oxydés, je dirais. Et puis l'oxyde de graphène, ben, le bon solvant, ça va être typiquement l'eau, sachant que dans tous les cas, si je suis un peu gêné au niveau de la stabilité colloïdale, je vais pouvoir jouer sur un tas d'interactions du type pi, du type Van der Waals ou autre, pour augmenter la stabilité de ma dispersion colloïdale. Alors voilà un peu ce qu'on trouve au niveau des solvants utilisés. Le plus souvent, ce sont ces solvants, hein, donc, également donc, des solvants fluorés, donc il y a pas mal d'études, ou des solvants fluorés aromatiques ou des amines qui ont été utilisés. Dans un certain nombre de travaux, ce que l'on trouve également, c'est des systèmes à liquide ionique, donc, où on peut avoir différents types d'interactions, à la fois provenant des groupements ionisés, mais également du fait que vous avez des composantes aromatiques qui permettent finalement de bien se coupler avec les composantes graphéniques. Donc évidemment, la plupart des recherches en ce moment, en particulier du côté des développements, ce que cherchent les gens, c'est à éliminer finalement les solvants organiques pour des raisons qui paraissent évidentes, même si les résultats, je dirais, purement académiques peuvent être très intéressants. Donc par exemple, il y a eu un certain nombre d'études en solvant, vous voyez, en solvant organique, où la stabilisation a été faite par des chaînes d'ester ou d'acide carboxylique. Et en ajustant finalement la longueur de la chaîne, on peut ajuster finalement les concentrations pour lesquelles on peut avoir une certaine stabilité. Hein. Donc ça, ce sont des travaux relativement récents. Alors, si on passe maintenant au solvant qui est le plus intéressant au niveau, je dirais, environnemental, l'eau. Alors là, il est clair que l'eau est lipophobe, hein, elle est très hydrophile avec cette valeur-là du gamma. Donc les feuillets de graphène, je dirais réduits, le graphène le plus intéressant pour les données physiques, en particulier électroniques, eh bien, ça se place très mal au niveau des interactions hydrophiles-hydrophobes, alors que les feuillets d'oxyde de graphène, eux, sont hydrophiles, et donc il y aura finalement une relativement bonne possibilité enfin, ce sont des systèmes qui sont relativement complémentaires. Donc ça, ce sont des systèmes qui ont été relativement bien stabilisés, de graphène, pas de graphène oxyde, hein, du graphène non oxydé dans l'eau, obtenu par exfoliation, avec par exemple comme stabilisant un polymère à bloc bien connu, c'est un bloc amphiphile qui a été utilisé dans des tas d'autres sujets de chimie. Et donc ça, vous voyez, on obtient en fonction de la nature des tensioactifs,
ioniques ou non ioniques. En général, ce sont les non ioniques, finalement, qui permettent d'avoir des situations où on arrive mieux à gérer la stabilité de la dispersion colloïdale, etc. Ceci dit, vous voyez, on est toujours quand même à des concentrations qui ne sont pas très très élevées. 1 mg millilitre, c'est relativement peu. Alors, on peut faire un peu plus de chimie. On peut se dire, bon, si on veut travailler dans l'eau, il nous faut des groupements très polaires et on va marquer encore plus les parties aromatiques pour augmenter finalement ces interactions entre le feuillet de graphène aromatique et ce genre d'agents dispersants stabilisateurs. Donc là, vous avez toute une famille qui ont été utilisées, étudiées, avec des réponses physico-chimiques qui sont assez proches, mais malgré tout, avec des différences notoires dans les concentrations atteintes et dans les stabilités atteintes sur le long terme. En voilà d'autres, vous voyez, d'autres molécules un peu plus compliquées, où on a augmenté encore les caractères polaires en étendant finalement les réseaux avec tous ces groupements carboxylates qui vont s'ioniser dans l'eau et qui vont participer à une certaine stabilisation. Et puis également, beaucoup d'études sur les polymères fonctionnalisés. Alors certains, vous voyez, des polymères à base de sucre, ça veut dire qu'au niveau à nouveau environnemental, on peut avoir ces morceaux-là qui peuvent être biosourcés, qu'on peut obtenir via l'utilisation finalement de polymères, je dirais, naturels. Mais l'idée de base est la même, c'est-à-dire d'avoir un système qui va aimer la partie graphénique d'électrons pi conjugués et puis une partie polaire plus ou moins étendue qui va pouvoir justement, qui va être très compatible avec le milieu aqueux. Alors, maintenant au niveau des exfoliations, tout ce que je vous ai dit précédemment, c'était des exfoliations qui étaient essentiellement assistées par voie ultrasonique, en utilisant les ultrasons. Alors, il y a d'autres méthodes que l'on voit dans la littérature pour permettre l'exfoliation. Et en particulier, il y a eu un certain nombre d'études sur l'exfoliation assistée par électrochimie, avec deux grandes tendances, la polarisation anodique du système ou cathodique. Quand je regarde un peu ce qui s'est fait de près, l'essentiel des travaux sont dans la polarisation anodique. C'est-à-dire que globalement, on polarise positivement l'électrode de graphite que l'on veut exfolier. Mais globalement, quand vous appliquez une différence de potentiel, vous êtes positif à un côté, mais de l'autre côté, vous êtes fortement négatif. Forcément. Donc ça veut dire qu'à la cathode, de l'autre côté, vous avez création de OH- ou de radicaux qui sont des bons nucléophiles qui vont attaquer les feuillets, vous allez oxyder les bords et donc vous allez finalement faire une réaction d'oxydation par ces espèces réactives et vous allez pouvoir faire une oxydation d'intercalation. En plus, à ces tensions-là, vous allez créer des gaz par réaction qui vont également, je dirais, pénétrer finalement les feuillets. Donc, eh bien, ça va gonfler les feuillets, ça va permettre finalement une expansion facile. Et donc, avec ces méthodes-là, vous allez obtenir du graphène exfolié avec des taux d'oxydation qui ne sont pas négligeables forcément, puisque vous avez cette réaction parasite que vous ne pouvez pas éviter. Alors, ça marche relativement bien. Vous voyez ce type de dispositif. Vous avez l'anode en graphite qui va être consommée, et puis la contre-électrode en platine. Et donc là, vous travaillez dans l'eau, vous pouvez rajouter des additifs, éventuellement des surfactants, des tensioactifs. Alors les temps, ce sont des temps de l'ordre de quelques minutes à quelques heures, avec des tensions entre 1 et 30 volts. Et globalement, ce balayage temps-tension, enfin le procédé, pour parler le plus simplement, ça va vous permettre de faire varier la taille, le nombre de feuillets couplés, la qualité des feuillets, c'est-à-dire leur niveau d'oxydation. Et donc, globalement, ces processus d'exfoliation anionique vont surtout former des oxydes de graphène ou des systèmes partiellement oxydés, mais des suspensions qui sont assez stables. Donc voilà, ça c'est une évolution en fonction du temps. En 90 minutes, voilà le barreau de graphite qui commence à être exfolié. Vous voyez, on commence à voir la solution changer de couleur pour finir, je dirais, dans une solution, je dirais, assez noire. Et là, je vais assez vite, mais globalement, finalement, en fonction des tensioactifs que vous allez mettre, des tensions et
et des temps, ben, vous allez obtenir différentes qualités de graphène, multifeuillet, des systèmes plus ou moins uniformes, avec des largeurs qui vont être variables, etc. Donc ça, c'est du procédé, et si c'est contrôlé, c'est reproductible. Hein. Donc ça ne pose pas trop de problèmes. Alors, au niveau donc, des exfoliations électrochimiquement assistées, il y a une route qui a été beaucoup moins étudiée, beaucoup moins de travaux, c'est la route cathodique qui est non oxydante, qui est basée finalement sur de l'intercalation, vous voyez, de composés du type alkylammonium avec un contre-anion qui est très souvent le perchlorate. Donc en fait, on intercale finalement ce genre de composés, vous voyez, à des tensions de l'ordre de moins 2 volts, et les temps de réaction sont de l'ordre de 6 heures. Alors ça, ce sont des systèmes qui sont assez intéressants, qui ont été étudiés très peu quand même dans la littérature, essentiellement, vous voyez, dans des milieux organiques au début, donc ça pose un problème. Ce que vous voyez ici, vous voyez, c'est l'exfoliation du graphite, que vous voyez ici en plus gros. Vous partez d'un petit bout de graphite, vous voyez, on forme des feuilles, on voit vraiment le système qui est en train d'exploser sous forme de feuillet pour former, vous voyez, ce type de matériaux. C'est un travail à nouveau assez récent, 2014. Donc ça, c'est le matériau qui peut être formé, je dirais, dans le milieu réactionnel, mais sans additifs. Donc vous voyez, en gros, vous formez des feuillets, mais ils ne sont pas stables, ils décantent, en fait. Vous obtenez un agrégat de feuillets en bas. Hein, donc des feuillets qui sont assez propres au niveau, je dirais, le point de vue du physicien, 1% d'oxygène, qui est essentiellement dû à l'air, mais pas à la réaction. Des largeurs de feuillets de l'ordre de 200 nanomètres. Et puis des graphènes qui sont constitués, je dirais, d'ensemble de 2 à 5 feuillets. Alors, pardon. Voilà. Donc, est-ce qu'il existe en fait des méthodes encore plus simples, plus rapides, permettant de produire du graphène de qualité avec, quand je dis de qualité, pour moi, je ne veux pas vous donner un mauvais message. Quand je dis graphène de qualité, je me place du point de vue du physicien. C'est-à-dire, je veux faire des belles mesures électriques, avoir des conductivités maximum, avoir des très beaux effets Hall. Vous voyez, c'est plutôt ce. Mais par contre, au niveau du point de vue du chimiste, il y a des tas de systèmes que je ne vais pas classer comme des graphènes de qualité, qui vont être hyper intéressants. Par exemple, si je vais vers la catalyse, vers des tas d'autres études qui, eux, vont être intéressants. Donc, qualité, voilà, je voulais être simplement précis sur ce que j'appelais qualité. Alors, un processus assez simple, que vous pourriez presque tous faire dans votre cuisine, vous voyez, c'est l'utilisation d'un malaxeur à fort cisaillement. Alors, vous partez d'une poudre de graphite, un solvant, vous allez le voir, qui peut être un solvant organique, le solvant classique des dispersions de graphène, et puis vous rajoutez en fait un stabilisant qui est un collate de sodium. Je vous rappelle, pour ceux qui étaient là dans les autres cours, vous savez, c'est un stabilisant qui avait été également utilisé pour les nanotubes de carbone, ce qui est un peu normal, puisque finalement on a des surfaces, je dirais, qui vues de loin se ressemblent pas mal. Donc, un procédé de l'ordre de minutes à quelques heures pour obtenir, vous voyez, des dispersions de graphène qui sont stables dans ce solvant-là et en présence de ce stabilisant-là. Hein. Donc, la qualité des feuillets de graphène, vous voyez, on obtient des systèmes monofeuillets et polyfeuillets, mais c'est du graphène d'une certaine bonne qualité. Ça, c'est ce qu'on voit, vous voyez, à haute résolution. Et puis, on peut, en analysant finalement les données de spectroscopie Raman, par exemple, on peut regarder la qualité du graphène obtenu et puis le nombre de feuillets qui sont couplés, par exemple. Hein. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ce procédé à des temps relativement raisonnables, c'est assez simple et c'est aussi possible dans l'eau, hein, en fonction des quantités de collate de sodium qu'on va rajouter. Et c'est aussi possible pour d'autres composés lamellaires, tels que le BN ou les sulfures de molybdène. Et donc, ce sont des procédés qui sont quand même assez simples par rapport à ce que je vous ai présenté avant. Alors, un autre procédé que je trouve assez élégant, qui a été développé par les collègues de Bordeaux, autour d'Alain Pénicaud, vous voyez, c'est l'utilisation finalement d'un graphénure. Un graphénure, c'est un graphite
qui a été intercalé avec des ions potassium ou lithium. Ça, c'est des travaux, les graphénures, qui datent des années 75. Hein, simplement parce qu'on sait que lorsqu'on intercale dans un graphite un cation, on va changer sa couleur, et il y avait des gens qui pensaient déjà à des aspects d'affichage. Mais globalement, ce que vous faites, c'est que vous rentrez une charge positive et vous compensez la charge dans le feuillet par une charge négative. Donc ce système-là, vous voyez, il est déjà intercalé, et en y mettant un minimum d'énergie, on peut l'esfolier dans un solvant typique comme le THF. La deuxième étape qui est faite ici, c'est simplement une oxydation, puisque vous avez toujours des feuillets qui sont négativement chargés, une oxydation du graphénure en graphène. Donc ça se fait simplement en ouvrant le flacon 1 minute à l'air, juste pour qu'il y ait un petit peu d'oxygène qui rentre. Et ensuite, eh bien, vous transférez en fait cette solution dans l'eau et vous évaporez le THF. Et là, il y a 2 cas de figure, et c'est assez astucieux ce travail. C'est-à-dire que si vous le transférez dans de l'eau qui n'est pas dégazée, finalement, votre feuillet de graphène a une très bonne affinité pour tout ce qui est gaz, qui est relativement, je dirais, hydrophobe. Et donc, vous avez des feuillets qui sont totalement saturés par ces bulles de gaz. Et donc, finalement, les anions qui sont dans le milieu ne peuvent pas venir se coller sur le feuillet et le stabiliser. Résultat de la course, bon, ça se voit au niveau du potentiel électrocinétique, potentiel zeta et du pH, mais ça se voit simplement à l'œil, c'est-à-dire que votre système n'est pas stable et vous décantez la totalité de vos feuillets. Par contre, si vous dégazez l'eau avant de faire le transfert de ce matériau-là vers le milieu aqueux, à ce moment-là, vous dégazez, donc vous avez une surface qui va être accessible aux groupements hydroxyles qui vont se coller sur la surface, et vous allez charger électrostatiquement votre feuillet, et à ce moment-là, vous obtenez, vous voyez, ça se voit tout de suite au niveau des variations de pH et du potentiel électrocinétique, et vous allez obtenir un système de feuillet stable dans une eau dégazée. Alors, par AFM ou par microscopie électronique, on voit que ce sont des systèmes qui ont un bon niveau de qualité, je dirais, au niveau du graphène obtenu, à nouveau qualité dans le sens du physicien. Alors, il y a également des approches, je dirais, éco-biologiques, où les gens se sont dit, bon, ben, on va utiliser l'eau comme milieu, et puis ce qu'il nous faut à chaque fois des tensioactifs, des systèmes qui stabilisent ou des systèmes qui ont des propriétés oxydoréductantes pour nous aider, eh bien, on va essayer de voir les extraits de plantes. Bon, alors là, ceux que ça intéresse, l'article, vous voyez, c'est assez récent. Bon, ils ont essayé toute une famille de différentes plantes. Ils ont fait les extraits simplement par extraction, je dirais, habituelle, hein, un petit peu quand vous extrayez un parfum ou une liqueur, ébullition 15 minutes. Et en fait, c'est en combinant finalement ces extraits de plantes stabilisants et du graphite, ensuite, dans un milieu où vous exfoliez l'ensemble, méthode ultrason, température 30 degrés, 24 heures, eh bien, vous obtenez des systèmes avec des surnageants qui ont des concentrations raisonnables, finalement, en graphite. Donc ça, ce sont les données Raman qui montrent que le graphite obtenu n'est pas si mauvais que ça. Et ça, c'est des photos de microscopie électronique en transmission qui vous montrent finalement l'aspect graphène. Ce sont des systèmes qui sont essentiellement des systèmes multifeuillets. Alors maintenant, le dernier exemple que je voudrais vous montrer dans les méthodes, je dirais, descendantes, top-down, c'est la synthèse, ce qui est fait au niveau du dézippage, en fait, de nanotubes de carbone. Alors pourquoi les gens s'excitent-ils à essayer d'obtenir des graphènes beaucoup moins larges? Simplement, je vous rappelle, le graphène, je dirais qualité maximum, c'est un semi-conducteur de band gap qui est nul. Et donc, ça veut dire que, globalement, quand vous allez intégrer ce système-là en microélectronique, vous n'allez jamais avoir un courant nul. C'est-à-dire votre résistance, votre rapport à un transistor en particulier, c'est une porte ouverte ou fermée. Et il faut vraiment avoir un rapport important entre les deux. Et si vous voulez obtenir un rapport important entre les deux, ce n'est pas le graphène tel qu'il est là qui va vous le procurer. Donc, il faut le modifier. Alors, il y a plein de façons de le modifier. On en avait parlé la dernière fois. Par dopage, etc. Puis il y a une façon de se dire finalement, si je fais du petit graphène, c'est-à-dire que mes feuillets, je les rétrécis, je vais commencer à faire du confinement, je sais très bien que sur mes niveaux d'énergie, ça va me donner lieu justement à ce qu'on appelle l'ouverture d'un gap. Et si j'ouvre un petit gap, eh ben, j'aurai gagné et ça pourrait être intéressant. Hein?
Donc ça, c'est une description un peu simpliste du problème, c'est plus compliqué que ça. Alors, l'élaboration de nanorubans se fait par découpe du graphène, hein, et on peut aujourd'hui revoir dans la littérature des semi-conducteurs à base de graphène qui ont des rapports on-off, vous voyez, de 10 puissance 4, donc ça c'est très raisonnable et ça peut être utilisé en fait en microélectronique, dans les transistors. Alors comment fait-on en général? On fait de la lithographie, soit par faisceau d'électrons, soit par faisceau d'ions, soit par microscopie à effet tunnel, enfin couplé, vous voyez, on fait de la découpe en fait, finalement c'est de la découpe. Alors, les limites sont les suivantes, c'est que la plupart des lithographies de faisceaux d'électrons ou de faisceaux d'ions, on a du mal à descendre vers les 10 nanomètres. Le ruban, en fait, pour qu'il commence à être intéressant au niveau du moment de ses propriétés de semi-conducteur, il faut descendre à 20-10 nanomètres. Et les méthodes, je dirais, un peu classiques, qui marchent très très bien pour des largeurs plus grandes, sont un petit peu en limite. Hein. Ce que vous voyez là, par exemple, c'est des largeurs de 10 nanomètres. Ça a été fait par effet tunnel, vous voyez. On voit des rubans de 10 nanomètres qui est un petit peu, très souvent, la limite par les autres méthodes, c'est plutôt 30-40 nanomètres de largeur. Alors, on peut faire également du dézippage de nanotubes de carbone par d'autres techniques, c'est-à-dire que finalement, eh bien, on a le tube, eh bien, on va mettre un coup de ciseau chimique. Et ce coup de ciseau chimique, eh bien, c'est une étape, une coupure oxydante. C'est un peu les mêmes concepts qui ont été utilisés justement pour exfolier le graphène. C'est-à-dire qu'à un moment, bah, vous allez faire une coupure dans votre feuillet graphénique au lieu de faire des coupures dans les feuillets graphitiques. Et vous allez finalement finir par oxyder, vous voyez, des rangées d'atomes. Et à un moment, bah, vous allez pouvoir réussir à séparer finalement les systèmes en deux morceaux. Et puis ces morceaux, finalement, si vous coupez un morceau d'une taille n, vous obtenez 1 sur 2, puis n sur 4, etc. Et vous pouvez descendre à des tailles un peu plus petites. Ça, ce sont des largeurs, vous voyez, qui sont de l'ordre de 50 nanomètres, qui ont été obtenues justement par ces méthodes de dézippage. Alors, il y a des méthodes de dézippage un petit peu plus, je dirais, appliquées, un peu plus complexes, où on va finalement utiliser des nanotubes de carbone, mais on va les positionner sur un substrat en polymère, et ensuite on va faire de la gravure plasma, justement pour faire de la découpe. Et alors, en fonction, je dirais, du temps de découpe, on va avoir un feuillet, je dirais, à partir de ces nanotubes de carbone, un graphène multifeuillet, et puis quand vous augmentez les temps de découpe, peu à peu, vous allez vers un graphène monocouche. Hein, et donc là, vous avez une certaine façon de contrôler les choses, et ce sont des systèmes qui éventuellement peuvent être intégrables. Hein. Donc ça, ce sont des AFM, justement, donc de nanorubans, donc dans les largeurs, vous voyez, on peut atteindre des largeurs de l'ordre de 10-20 nanomètres, mais c'est un petit peu les limites de tous ces procédés-là. Alors maintenant, si on regarde des stratégies ascendantes de type bottom-up, il y en a une dont je vous ai parlé la dernière fois, et je vais passer assez vite, c'est le dépôt chimique en phase vapeur. Et puis, il y a des tas de collègues qui travaillent plutôt les synthèses à partir de la solution, ou des synthèses à partir donc, du collage de molécules sur un substrat donné. Alors, le dépôt chimique en phase vapeur, hein, donc c'est en fait le dépôt à partir de gaz hydrocarbonés que l'on transforme en radicaux et qui viennent se réarranger sur la surface d'un métal, d'un catalyseur. Alors globalement, très souvent, le métal, c'est très souvent du cuivre ou du nickel. Donc vous avez ici ces feuilles de cuivre que vous positionnez dans cette chambre, un four à haute température. Hein, vous avez ici une chambre en quartz qui est sous vide. Et puis vous alimentez en fait de l'hydrogène, un gaz neutre, un gaz porteur, et puis une source de carbone qui peut être du méthane. Bon, l'intérêt au niveau académique, c'est que le méthane, ici, vous pouvez le faire un enrichissement isotopique pour justement suivre un petit peu l'évolution de vos dépôts. Et donc, vous avez une période de recuit, de croissance. Typiquement, les températures que l'on utilise, vous voyez, sont des températures de l'ordre de 1000 degrés. Alors, ça se caractérise relativement bien. Ce que vous voyez ici, ce sont des cartographies en micro-ramans qui ont été faites. Finalement, là, il y a des injections qui sont successives en méthane, sauf que chaque injection, eh bien, astucieusement, le carbone qui est là, eh bien, il a été choisi avec un certain type d'isotope.
Et en micro-ramant, ce que vous voyez là, les parties claires, ici, c'est les parties qui sont recouvertes par du carbone 13, du graphène carbone 13. Ensuite, quand vous faites l'imagerie sur le carbone 12, en fait, simplement parce que vous n'avez pas la même masse réduite et que vous allez avoir un décalage de bande. Donc c'est assez facile à imager au niveau du micro-ramant. Alors, quand vous faites l'image composite, eh bien, vous voyez que d'une part, vos films sont polycristallins, l'étendue est ce qui n'a pas été couvert. Ça vous permet de suivre un petit peu. Vous voyez en particulier toutes ces parties bleues ici. Quand vous faites l'image contraste des deux, vous voyez que sur plusieurs dépôts de méthane, ce sont les parties bleu foncé, je ne parle pas du bleu clair, qui n'ont pas été couvertes par la formation des différents feuillets graphéniques. Alors, ce qui est intéressant dans la méthode CVD, c'est qu'on peut facilement l'intégrer dans des dispositifs de l'électronique. C'est très compatible avec les technologies CMOS. Ça, et bon, vous voyez ici, ça c'est simplement des systèmes d'électrodes sur lesquels on a pu déposer, vous voyez, du graphène sur la partie métallique, puisqu'il sert de catalyseur en même temps. Et ici, des systèmes observés en microscopie électronique avec 1, 2, 3 couches. Donc ça, ce sont des systèmes qui sont intéressants pour les intégrer dans les dispositifs microélectroniques. Et je reviens sur l'exemple que je vous ai montré la dernière fois. On peut faire finalement des systèmes électroniques flexibles et transparents en continu. Ça, c'est des équipes coréennes qui ont fait ça. Ce que l'on fait, c'est que, bon, voilà la fameuse réaction sur la feuille de cuivre. On a une feuille de cuivre plastique. On la couple avec un support en polymère adhésif. On fait ce qu'on appelle du roll-to-roll. On passe dans un bain. Une fois qu'on a posé le graphène sur la surface, créé le graphène, on a un premier bain qui nous permet de dissoudre le cuivre par une méthode électrochimique. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, on enlève le support du polymère qui nous avait simplement permis à faire le travail dans cette zone-là par un polymère ad hoc, celui qui va nous intéresser pour faire le dispositif. Et là, c'est typiquement un polyéthylène terephthalate. Et donc ça permet d'obtenir, vous voyez, des feuilles flexibles de 30 pouces avec des résistances qui sont raisonnables et surtout des transparences de l'ordre de 90%. Et donc ça ouvre forcément, bon ça c'est, je vous avais déjà montré ça la dernière fois, ça ce sont les dispositifs, mais regardez cette image, on est quand même à 30 pouces sur un dépôt, sur un plastique, et c'est du graphène conducteur. Alors derrière tout ça, on peut imprimer des motifs pour aller vers des dispositifs qu'on va intégrer dans l'électronique ou dans des smartphones. On a des systèmes qui sont flexibles et conducteurs. On peut faire des écrans tactiles. Et puis voilà, bon, je vous ai montré beaucoup plus d'images la dernière fois, mais ce sont des choses qui sont largement développées au niveau de prototypes tout du moins. Alors, au niveau donc, si je continue en fait ce cours sur la construction des systèmes graphéniques, eh bien, on peut obtenir des graphènes ou des pseudographènes par des voies d'assemblage macromoléculaire. Bon, l'idée, elle est simple, c'est-à-dire que le graphène, c'est un feuillet de ce type étendu à l'infini, au moins dans deux directions. Et donc, en fait, si j'arrive à trouver des moyens chimiques pour conjuguer de plus en plus ces systèmes, eh bien, je vais avoir des comportements qui vont être intéressants. Donc ça, ce sont des travaux, vous voyez, qui permettent, à partir d'entités moléculaires conjuguées, d'obtenir, vous voyez, jusqu'à des molécules, on est quand même dans des milieux moléculaires, où on arrive à polycondenser, à condenser plutôt au moins 222 atomes de carbone. Bon, il y a un groupe qui a énormément travaillé sur toute cette chimie du graphène vue par l'aspect moléculaire, c'est le groupe de Klaus Mühlen à Mayence. Alors d'autres exemples, vous voyez, bon, des réactions assez classiques pour la chimie organique, des couplages de type Diels-Alder, assistés micro-ondes. Bon, là, vous avez un système qui commence à être conjugué. Donc les chimistes organiciens qui sont dans la salle verront que finalement, je n'ai pas la bonne planéité. Donc en fait, il y a une deuxième étape de déshydrogénation qui permet justement une planarisation du système pour obtenir, vous voyez, des nanorubans de ce type, qui sont des systèmes assez intéressants au niveau de la construction moléculaire. Alors d'autres types de réactions assez classiques, une polymérisation de type Suzuki, avec cet acide boranique, cet ester boranique et l'iode. Bon, ça c'est des choses qui sont catalyseurs aux platines, assez classiques pour la chimie organique. Obtention en fait de ce genre de molécules qu'on doit planariser à nouveau en fait par des réactions de déshydrogénation qui sont et obtenir in fine, vous voyez, des systèmes où on a une certaine contrôle sur la largeur du ruban.
Donc ça, ce sont des approches de chimie organique qui sont, je voulais vous en montrer quelques-unes. Là, vous avez finalement des réactions de couplage acétylénique ou des métathèses d'alcyne, hein, qui vous permettent, via ce genre de réaction, vous voyez, d'aller à ce genre d'entité qui continue. Alors, une des difficultés de toute cette chimie que je trouve assez belle, d'une part, c'est que c'est très difficile, in fine, d'obtenir à la fin vraiment les propriétés du graphène, parce que très souvent, on s'arrête dans les étapes intermédiaires. Pourquoi? Simplement parce que quand vous obtenez des systèmes qui sont de plus gros, la taille est plus grosse, et là, la solubilité commence à être mauvaise. Alors bon, quand on parle de solubilité à un chimiste organicien, il va se dire, bon, je vais augmenter ma solubilité, je vais mettre des chaînes alkyles tout autour, et je vais gagner. Mais il n'empêche que, malgré, quand on a des objets qui commencent à être très gros, eh bien, il y a forcément une limite. Et donc ça, c'est un peu une pénalisation, ça pénalise un petit peu, je dirais, ces démarches qui restent, de mon point de vue, très, très, très jolies pour aller vraiment vers des vrais matériaux. Alors, d'autres exemples, rapidement, donc des couplages qui peuvent être faits, cette fois-ci, directement sur les substrats. En général, ce sont des métaux du type cuivre, argent, or. Alors là, il y a des superbes résultats académiques qui sont très, très beaux au niveau de l'esthétique et avec des propriétés qu'on va aller regarder localement sur un système. Bon, évidemment, au niveau de l'extrapolation, c'est pas facile, juste quelques images. Vous voyez? Donc ça, c'est le dépôt sur du cuivre 1,1 de ce genre de molécules. Ça, c'est le collage de ces molécules fonctionnalisées également sur de l'argent. Vous voyez, on a des structures en chevron. Au niveau esthétique, c'est assez magnifique, hein. Et là, on a des structures linéaires, en fait, en faisant ce genre de réaction à partir d'un composé assez simple, dibromé, et puis différents types de couplage en montant la température. Hein, donc, c'est une recherche très jolie qui, bon, évidemment, vous comprenez bien qu'au niveau du développement vraiment appliqué, d'une part, on est un petit peu loin du graphène, mais surtout, pour l'instant, il y a quand même quelques étapes fortement limitantes. Un autre exemple, c'est des couplages aryl-aryl qui sont médiés par l'argent. En général, ce sont des couplages radicalaires. Vous voyez, à partir de ce genre d'entité, 5 minutes à 300 degrés, vous obtenez quand même des domaines de taille qui ne sont pas négligeables, 50 sur 50, sur lesquels on peut commencer à faire des mesures physiques intéressantes. Hein. Donc, pour moi, tout ce travail-là, que je trouve très beau, reste pour l'instant en partie dans le domaine académique. Vous voyez, par exemple, ça, ce sont les structures qui sont observées ensuite par microscopie à effet tunnel. Hein, ce sont des structures très... On voit, bon, ils ont repositionné, les auteurs ont repositionné les molécules à l'endroit, mais ce que vous voyez finalement, c'est ça, hein, dans la réalité de la microscopie à effet tunnel. Donc c'est des structures en nid d'abeille, vous voyez. Alors il est clair qu'avec des réseaux comme ça, vous voyez, là vous avez des trous, des micro-trous, des nano-trous, et ben c'est une façon d'aller vers des matériaux qui sont assez connus, qu'on appelle Covalent Organic Frameworks, plans sur des substrats. Et donc ça, on en reparlera, je dirais, dans un cours, mais une prochaine fois. Alors, des élaborations d'architecture mixte, graphène, nanotube de carbone. Il y a quelques réalisations au niveau de la modélisation. Pour l'instant, que j'ai vu, c'était moins joli que ça. Hein. Ça, c'est vraiment une vue d'artiste. Mais alors, évidemment, vous voyez, l'imagination des chimistes n'a pas de limite. On peut s'amuser à construire finalement des édifices, je dirais, assez intéressants et sans doute avec des propriétés physiques qui sont... Mais pour l'instant, ces travaux-là, il n'y en a que très peu et c'est surtout sur une base de modélisation. Alors maintenant, si je résume ce que je vous ai dit sur les différentes méthodes d'élaboration et synthèse. Alors en bas, exfoliation micromécanique. Les qualités et les propriétés, vous les avez là. Très belle physique que l'on peut faire. Le changement d'échelle difficile. Construction moléculaire, c'est ce qu'on vient de voir. Nanorubans, etc. Très belle chimie. Des essais au niveau du laboratoire. Potentiellement, si on arrive à faire ces grands objets, ça peut être à faible coût. Par contre, au niveau vraiment de l'utilisation, on est vraiment dans le bas. Pareil pour les dézippages de nanotubes. Ça reste des méthodes, je dirais, qui restent des méthodes pour l'instant de laboratoire. Les croissances épitaxiales sur SiC, je vous ai dit que c'était des méthodes qui donnaient des matériaux de bonne qualité.
et qu'on peut finalement coupler aux technologies de la microélectronique, mais ça reste quand même des méthodes très coûteuses. Alors en haut, au niveau, je dirais, des méthodes, je dirais, les plus proches finalement de faisabilité entre guillemets appliquée industrielle, eh bien, vous avez essentiellement les méthodes basées sur le dépôt en phase, chimique en phase vapeur. Donc ça, il y a déjà des réalisations. Vous avez un coût correct, une pureté qui est correcte, des températures, bon, malgré tout, qui restent élevées, ou bien toutes les méthodes d'exfoliation, et là, il reste énormément de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire, justement, pour ajuster le critère écologique, qualité des graphènes que l'on obtient, mais évidemment, ben, ce sont des techniques où on peut régler la pureté, et en particulier, on peut régler les aspects coûts. Alors, dans le domaine de l'énergie, j'ai juste deux exemples à vous montrer. Dans le domaine de l'énergie et dans le domaine de la biologie. Dans le domaine de l'énergie, je vous avais déjà montré des exemples la dernière fois. Alors, dans le modèle de l'énergie, il y a une étude qui a été faite récemment par l'équipe de Scrosati, vous voyez, qui a repris finalement un petit peu ce que je viens de vous raconter dans le détail dans un transparent précédent, avec une analyse finalement du type SWOT. Vous voyez, c'est un hexagone, c'est une analyse suivante, c'est un hexagone où à chaque sommet de l'hexagone, vous avez, selon les diagonales ici, vous avez une propriété, et chaque sommet de l'hexagone représente le maximum, c'est-à-dire le maximum de la note. Hein. Par contre, lorsque vous découpez l'hexagone en plus petits hexagones, eh bien, le centre, ça représente la note la plus basse. Et donc, ça vous permet en un coup d'œil de voir quels sont les systèmes qui répondent le mieux aujourd'hui, et bien que loin d'être parfait, à un bon rendement, à une bonne qualité, à une rentabilité raisonnable, à le changement en échelle raisonnable et à une bonne pureté. Eh bien, en gros, cette analyse, elle revient sur les aspects exfoliation en phase liquide, où il y a beaucoup de chimie qui reste à faire. Bon, la réduction de l'oxyde de graphène, ben, globalement, c'est le passage obligé en ces deux-là. Du côté du dépôt en phase vapeur, vous voyez, eh bien, bon, c'est un système qui, dans le cadre des matériaux pour l'énergie, mais bon, je pense qu'ils avaient plutôt en tête tout l'aspect supercapacité ou batterie, eh bien, ce sont des systèmes qui restent trop coûteux. Hein. Donc, si on avait un système idéal aujourd'hui, eh bien, ce fameux système pentagonal serait complètement rouge, par exemple. Donc, ce qui est bien pour les plus jeunes, il reste beaucoup de travail à faire. Parce que vous voyez, il y a encore énormément d'espace. Alors, matériaux graphéniques pour l'énergie, bon, quelques exemples. Des moteurs déclenchés par l'humidité, des cellules solaires en forme de câble, batteries au lithium flexible, textiles photovoltaïques, des micro-supercondensateurs, des supercondensateurs pliables, des supercondensateurs portables ou des supercondensateurs compressibles, bon, toute une foule d'exemples. Alors maintenant, si on regarde les attentes en termes d'application, en termes d'argent, alors on voit que dans ce qui touche à l'énergie, eh bien là, vous avez finalement, ici en 2020, les OLED, les cellules solaires, où le graphène va être impliqué, et également, bon, à une moindre échelle, tout ce qui est plutôt stockage et conversion, en fait, en particulier la partie stockage de l'énergie. Alors, juste un exemple d'un travail récent sur justement des matériaux pour l'énergie. Donc, on part d'un oxyde de graphite, cette fois-ci, un traitement micro-ondes, on exfolie, des activations chimiques, je ne rentre pas dans les détails, lavage, séchage, puis un recuit, simplement parce que ces activations-là, elles m'ont créé de l'oxygène un peu trop, donc un recuit pour aller vers un matériau qui va être du graphène oxydé, je dirais réduit. Alors, globalement, cette méthodologie-là vous permet d'obtenir des feuillets, en fait, c'est un peu comme des cornflakes de graphène, avec, vous voyez, des puretés qui sont assez bonnes, 98% de carbone sp2, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de transformation à la fin du milieu, une fois qu'il a été oxydé, faible teneur en oxygène et en hydrogène, avec des conductivités sur poudre qui ne sont pas trop mauvaises. Hein. Donc ça, c'est les feuillets donc, de graphène vus par microscopie électronique.
Et ici, c'est la courbe capacité spécifique en fonction du potentiel. Enfin, plus votre fenêtre est large et grosse, plus c'est intéressant globalement. Et dans le cas présent, c'est pas mal. Ce sont des expériences qui ont été faites en utilisant comme solvant un liquide ionique. Alors, au niveau des résultats, on obtient un matériau dont la surface spécifique est assez élevée, 3100 m² par gramme, avec des pores distribués, ce n'est pas idéal, mais de 6 à 50 angstroms, mais toute la distribution de petits pores, eh ben, elle va être très intéressante dans cette application-là. Une densité d'énergie, vous voyez, qui est pas mal, 70 Wh par kilo, et une densité de puissance également qui commence à être raisonnable. Ce n'est pas ce qu'on trouve de mieux à l'heure actuelle dans la littérature, mais pour les composés graphéniques, ce sont déjà de très bons résultats. Et voilà un petit peu la forme des particules. Hein. Vous voyez, ce sont des feuilles qui sont froissées, et ça a été créé par une compression capillaire dans les gouttelettes d'aérosol évaporé. Donc en fait, le procédé à nouveau permet de faire justement des particules avec des formes en selle à cheval et des courbures négatives. Et ça, ces courbures négatives, je vous assure, ça peut être très intéressant pour plein de propriétés. Pour l'électrochimie, pour la catalyse, avoir des courbures négatives, ça vous change énormément les données finalement, même d'un catalyseur sur un substrat. Alors l'interface graphène-biologie, je vais aller assez vite. Sur l'interface, je regarde l'heure parce que j'ai tendance à être trop long en général. Oui, j'ai déjà dépassé de 3 minutes, mais c'est le dernier cours, je m'autorise 5 minutes de plus. Donc les interfaces graphène-biologie, alors énormément d'études, bien entendu, qui est autour de l'impact environnemental de ces matériaux-là, l'impact sur la santé, mais je vous rappelle qu'il y a énormément d'études sur le carbone d'une façon générale. Hein. Le carbone, ça a été étudié depuis des années. Et donc, en particulier, beaucoup d'études sur les interactions cellules-graphène, également comment le graphène est biodégradé, parce que le graphène commence à être étudié au niveau académique dans un grand nombre d'applications, en particulier vers la nanomédecine ou vers la bioélectronique. Alors ça, c'est un transparent que j'aime bien vous montrer. Ça, ce sont des cellules qui ont été, où on utilise finalement des colorants pour imager. Bon, j'ai fait un petit montage parce que j'ai trouvé ça joli. Et donc ça, ce sont des terrains sur lesquels la plupart des biologistes travaillent depuis très longtemps. Et donc, mettre des colorants ou des sondes sur des nanomatériaux, je dirais, c'est tout un champ de la discipline appelée nanomédecine qui est ouverte. Et le graphène, de façon modeste, peut également participer à ça. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un oxyde de graphène, qui n'est pas le plus difficile à faire, bon, il y a de la grande surface, vous êtes hydrophile, et puis, vous voyez, il y a plein de fonctions. Il y a également des parties très clairement aromatiques, ce qui veut dire que cet objet-là peut être fonctionnalisé de façon, il est soluble dans l'eau, il peut être fonctionnalisé de façon covalente ou non covalente, et ça peut être une plateforme intéressante pour la théragnostique, c'est-à-dire en fait pour des vecteurs qui font à la fois du diagnostic, de la visualisation et du traitement, par exemple, de cancer. Pourquoi? Parce que, je dirais, sur ce genre de plateforme, je peux y coller un principe actif, un colorant fluorescent, un deuxième colorant fluorescent pour de la thérapie photodynamique, des radioéléments, c'est de la chimie de synthèse assez simple. Je peux également faire des bonnes interactions pour avoir des particules magnétiques. Je peux rajouter des polymères du type polyéthylène glycol pour augmenter, je dirais, les possibilités de leurrer les acteurs du système réticulo-endothélial, donc tous les systèmes de protection finalement. Et puis je peux également y coller, parce que c'est une plateforme qui est très riche chimiquement, des peptides ou d'autres fonctions pour le ciblage par exemple. Donc ce que vous voyez ici, c'est une image de tomographie d'émissions de positrons, vous voyez, donc qui localise de façon assez claire, je ne vous montre pas les blancs, mais une tumeur en fait chez un animal. Ici, c'est un autre couplage qui a été fait entre une plateforme de type graphène et puis cette molécule, qui est une cyanoporphyrine sodique. Alors l'intérêt de cette molécule, bon, il est multiple. D'une part, c'est un nouveau sensibilisant qui déclenche l'apoptose mitochondriale dans certaines cellules cancéreuses, hein, et en particulier via la production de ROS, hein, d'espèces réactives de l'oxygène. D'une part, et également c'est un colorant qui permet de servir de sonde.
Alors évidemment, c'est très riche au niveau de la chimie, donc il est assez facile de le coupler, par exemple, avec du polyéthylène glycol ou autre. Alors ce que vous voyez ici sur cette image, c'est la réponse en fluorescence du colorant, tout seul, vous voyez, tout seul, avec une émission vers 620, faible. Quand vous couplez, en fait, vous commencez à jouer sur les couplages, tous les aspects transfert d'énergie plus ou moins linéaire ou non linéaire avec justement le graphène, voilà la réponse du système. D'une part, vous augmentez l'intensité de fluorescence de façon énorme, mais non seulement, le deuxième intérêt, c'est que vous translatez la réponse en fluorescence vers l'infrarouge. Et vers l'infrarouge, vers le rouge, en fait, c'est la zone de transparence des tissus. Donc, vous faites d'une pierre deux coups, vous augmentez l'intensité et en même temps, vous shiftez la réponse fluorescente vers une fenêtre qui est plus favorable. Donc ici, ce sont des témoins en fait, de cette molécule-là qui n'a pas du tout été modifiée graphène. Donc en fait, la localisation, elle arrive un petit peu partout. Elle est pas alors que ici, vous voyez, la localisation est parfaite sur la tumeur, justement d'une plateforme à base de graphène et de ces molécules qui a été optimisée. Donc vous voyez déjà l'intérêt et la richesse qu'il peut y avoir autour de ça. Deuxième exemple que je vais traiter rapidement, celui donc qui touche la bioélectronique. En particulier, il y a de forts développements, vous avez l'Institut de la Vision à Paris en particulier, vous avez un fort développement dans tout ce qui concerne les prothèses neuronales. Donc ça permet de restaurer les capacités endommagées, audition, vision. Et donc en fait, c'est important de traiter des handicaps moteurs ou des pathologies cérébrales. Moi j'ai des amis dont la vie a été complètement changée grâce à ce type de prothèse. Alors, typiquement, si on regarde des prothèses basées sur des implants rétiniens, en fait, c'est simplement un modèle. Vous avez une image qui est acquise par une caméra, qui est montée sur un œil de verre. Donc, après le traitement, l'information est transférée à un implant rétinien qui stimule les cellules nerveuses qui transmettent le signal au cerveau. D'accord ? Alors, évidemment, dans tout ce système, dans tout cet aspect prothèse, vous avez énormément de microélectronique qui doit être intégrée. Alors aujourd'hui, les systèmes existants, commerciaux déjà, ce sont des systèmes basés sur des matrices de microélectrodes, donc qui occupent déjà un certain volume. Donc si on arrive à miniaturiser ces systèmes-là et obtenir des systèmes plus efficaces, eh bien ça ne sera que du positif. Donc ça, je passe très vite là-dessus, en fait c'est des dépôts de cellules, où on étudie finalement les comportements de cellules sur graphène et comment, comment elles répondent finalement à des sollicitations en courant tension. Et en particulier, ce qui ressort de l'essentiel des études, c'est que par rapport au système matriciel actuellement utilisé, microélectrodes, ça c'est commercial, les systèmes matriciels de transistors à base de graphène dans les mêmes applications, vous augmentez des systèmes qui sont beaucoup plus sensibles, qui vous permettent une bien meilleure amplification, des stabilités élevées, des gros rapports signal sur bruit, et en particulier vos matrices en fait, de transistors sont beaucoup plus denses. Donc il y a une possibilité d'intégration. Dernier point sur la biologie, il y avait une personne dans la salle qui m'avait posé la question il y a peut-être 2 leçons. Eh bien oui, le carbone et les graphènes peuvent être des revêtements antibactériens, anti-champignons. Ce sont des tests qui ont été faits sur des films d'oxyde de graphène réduit déposés sur acier. Et donc, ce que vous voyez ici, il y a eu deux micro-organismes, gramme- et gramme+, donc typiquement Escherichia coli, qui est souvent un standard, et puis ça, c'est le staphylocoque doré, qui ont été testés justement. Et ce que vous voyez ici, c'est le nombre de bactéries survivantes. Ça, c'est le blanc. Ici, c'est le système graphénique non réduit, et ici, vous avez le système réduit. Donc, vous voyez, vous avez clairement un nombre de bactéries qui diminue, le même type d'information pour ce second micro-organisme. Et ici, en gris, ce que vous voyez, c'est en fait l'ARN bactérien qui a été relargué. C'est-à-dire que ça va dans l'autre sens, puisque vous avez détruit vos micro-organismes. Et donc, ce sont des systèmes qui sont assez utilisés, je dirais, au niveau des laboratoires. Je vous avais montré des exemples sur des coques de bateaux qui, elles, étaient à base de nanotubes pendant les cours précédents, qui ont un petit peu des propriétés analogues de systèmes antibactériens et
antibactérien de protection donc, biologique. J'arrive dans la toute dernière partie, vous voyez, bon, il faut être un petit peu joueur. Vous connaissez les cartes françaises, les tarots, ça c'est des choses que vous connaissez. Les cartes espagnoles, vous les connaissez peut-être un peu moins. Donc imaginez un joueur, c'est-à-dire il y a toujours un côté ludique dans la recherche, hein, un joueur à qui on va donner un nouveau jeu avec toutes ces cartes-là. Bon, ça peut être très très riche au niveau de l'imagination. D'ailleurs, peut-être que ça serait intéressant d'en faire un. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Eh bien, bon, dans justement cette chimie des composés 2D, eh bien, on voit arriver un petit peu ce genre de démarche, simplement parce que des composés 2D, bon, le graphène, déjà, les graphènes sont très intéressants, mais on peut arriver à faire des dépôts multicouches avec chaque couche ou certaines des couches qui vont avoir des compositions chimiques et des propriétés physiques totalement différentes. Hein. Donc, par exemple, ici, c'est un empilement, je dirais, entre guillemets, imaginaire, de 2 feuilles de graphène, 2 feuilles de nitrure de bore et un sélénure de niobium, vous voyez, avec tous ces systèmes-là, des propriétés, je dirais, semi-conductrices différentes. Donc, vous pouvez imaginer, en fait, irradier le système, créer des paires électrons-trous, et puis optimiser finalement vos barrières de jonction pour arriver à séparer au mieux, en fait, ces trous photogénérés. Donc, ça, c'est peut-être un petit peu partie du rêve, mais globalement, ce sont des choses qui arrivent, je dirais, à grands pas. Alors, les graphènes, matériaux du futur, oui, proches, c'est sûr, avec des applications, vous voyez, diverses, semi-conducteurs, dans l'énergie, les composites, l'allègement, j'en ai parlé la dernière fois, les dissipateurs de chaleur, les barrières, les filtres, les encres et pâtes, bon ça, tout ce qui est l'iPhone intelligent de demain, bon, et de plus en plus, surtout en Corée, on voit arriver plein de systèmes. Également les transistors, haute fréquence, haute vitesse, les capteurs, hein, je vous ai parlé la dernière fois de capteurs biologiques ou de capteurs chimiques, énormément de systèmes qui peuvent être développés grâce au graphène. Alors, si je regarde maintenant les productions des graphènes, je vous l'ai montré la dernière fois, le scotch, l'exfoliation 2004, le Nobel 2010, 2016, on est à 20 000 publications par an. Plus de 20 000 publications par an, plus. Du côté des brevets, même chose, on est à 300-400 brevets par an. Alors maintenant, bon, tout ça c'est joli, mais il faut voir un petit peu la répartition de tout ça au niveau de la planète. Comment ça se passe? Alors, au niveau européen, il y a une grosse action qui a été démarrée en 2013, qu'on appelle un flagship. C'est-à-dire, c'est en gros, l'Europe décide de dire qu'il y a un sujet qui est très important au niveau scientifique et au niveau économique, on va mettre beaucoup d'argent. Alors, globalement, ça a démarré. Vous aurez certains acteurs de ce flagship vendredi pendant la conférence. Il y a eu un investissement d'1 milliard d'euros sur 10 ans. 150 groupes académiques et industriels, 23 pays. D'accord. Ça paraît une somme énorme. Ça paraît une somme énorme, mais si je fais un calcul rapide, sur 10 ans, ça veut dire que par an, en gros, avec 150 partenaires, ça veut dire que l'Europe investit, industrielle compris, 700 000 euros par an. C'est pas mal. Sauf que les structures européennes, pour la plupart, et les structures d'autres endroits, sont des structures beaucoup plus mammouths. C'est-à-dire que vous allez donner de l'argent, les 700 000 euros, pas à un individu ou 2 individus percutants, mais à toute une famille. Donc finalement, il va y avoir une certaine tension de vapeur de cet argent par rapport au thème. Mais c'est quand même très très bien, il fallait le faire. Alors regardez au niveau des résultats, et je vais finir là-dessus. Ici, vous avez une répartition géographique des publications scientifiques. La science. Eh bien, c'est pas mal. L'Europe, 34%, si on oublie les derniers événements, en ajoutant l'Angleterre et la Suisse et la Norvège, l'Europe, la grande Europe, je dirais, 34%. Ça veut dire qu'il y a eu de l'argent qui a été mis, mais quand même, il y a eu de la production, il y a eu des beaux résultats scientifiques. Ça, c'est la partie Amérique du Nord, USA, Canada. Ça, c'est l'Asie. Et ça, c'est le reste du monde. Maintenant, je regarde du côté des brevets.
Les brevets, patenting. Alors d'abord, dans quel domaine? Synthèse, 27%, ce qui est normal. De mon point de vue, de tout ce que j'ai lu, il y a énormément de progrès à faire, il y a énormément de choses à faire. Les composites, c'est évident, c'est léger, ça donne des propriétés. L'électronique, vous avez déjà vu qu'il y avait des systèmes qui étaient quasiment sur le marché. Et puis le reste, l'énergie, 10%, la santé, c'est le début, je dirais, et puis du divers. Maintenant, c'est le prochain transparent qui est beaucoup plus intéressant. On voit maintenant quels sont le top 10 des institutions en termes de brevets en juillet 2014. Samsung, bon, vous pouvez regarder la liste. Je cherche, j'ai beaucoup de mal à trouver un Européen. Même les USA, il n'y en a presque pas. Détenteurs des brevets, 21%, Chine, 40%, USA un peu, et là, l'Europe, 9%. Hein, voilà. Donc, voilà, on en est là au niveau du tableau, et ce n'est pas du tout un tableau pessimiste de ma part, c'est simplement pour vous montrer des chiffres. Hein. Alors des fois on se dit, oui, j'ai eu tel financement, c'est génial. Eh bien, très souvent, malgré tout, on peut être loin des financements obtenus par d'autres pays, je dirais, émergents, mais à un moment, l'émergence est tellement forte que ce n'est plus de l'émergence. Voilà, donc je termine ma dernière leçon là-dessus. Je vous invite à venir vendredi à 8h30 donc dans l'amphithéâtre Maurice Holbach. Et donc là, vous allez assister à un colloque justement sur les carbones et matériaux carbonés où j'ai fait venir un certain nombre de scientifiques, à la fois français et de l'étranger, qui sont des spécialistes de ce domaine. Bon, j'ai décidé de faire une seule journée, mais je vous assure qu'il y a des gens qui n'ont pas été invités dans cette journée-là, mais qui sont également de très bon niveau, mais ça sera peut-être pour une autre fois. En tous les cas, je vous remercie pour votre patience et puis pour être venu écouter ces cours sur le carbone et les matériaux carbonés. À vendredi pour ceux qui voudront être là. Merci.